8 prétendants au poste de président, premier et deuxième vice-président ont fait des exposés ce mercredi devant les électeurs que sont les sénateurs pour tenter de les convaincre. Le premier s'est jeté à l'eau, le professeur Modeste Batiloukwebo, qui s'est d'abord réjoui du contexte politique actuel marqué par l'alternance, une alternance apaisée. Il a à ce sujet rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi et à son prédécesseur Joseph Kabila, qui l'ont permise. Le candidat Bati a ensuite souligné la volonté de changement exprimée par le peuple lors des élections générales. C'est donc pour ce changement que sa plateforme l'a désigné candidat au perchoir du Sénat, a-t-il dit. Cette élection a lieu dans un contexte particulier de notre pays qui vient de connaître pour sa toute première fois son alternance politique apaisée et concrétisée par une passation pacifique du pouvoir entre un président de la République sortant et un autre entrant. Vous êtes conscient de ce désir du changement véritable exprimé clairement par notre peuple lors des élections du 30 décembre 2018. C'est cette détermination de contribuer au véritable changement dans le pays qui a amené la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, y compris les cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, à jeter l'heure dévolue à l'unanimité sur ma modeste personne. L'objectif que je poursuis en postulant au perchoir du Sénat est celui de la recherche des voies en vue de la transformation sociale de notre pays. Quant à Alexis Tambwe-Mwamba, il a dévoilé son programme avec comme priorité la modernisation du Sénat pour en faire une institution de référence en tant que chambre de la sagesse et de la mesure. Vous découvrirez la personne que je suis, contrairement à l'image caricaturale véhiculée. S'agissant de la place du Sénat au sein des institutions de la République, ma vision sur la Chambre haute allie à la fois l'impérieuse nécessité de conforter son positionnement et son rôle au sein des institutions de la République en mettant en avant-plan ses fonctions de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale. Au professeur Bahati Modeste, mon ami et frère, je voudrais dire que la position qu'il a prise est une démonstration de la vitalité de notre démocratie. Pour ceux qui en doutaient encore, qu'il soit assuré que quels que soient les résultats des urnes le samedi prochain, nous resterons tous sénateurs au service de notre beau pays. Je voudrais vous signaler que nous aurons à vivre ensemble durant 4 ans, 5 mois et 1 semaine. Cette période nous permettra de mieux nous connaître et vous découvrirez la vraie image de la personne que je suis et pas les clichés qui ont été véhiculés ces dernières semaines. Je ne suis certes pas un saint, je dois avoir certainement à quelques occasions heurté l'une ou l'autre sensibilité de nos concitoyens, qu'ils acceptent sincèrement mes profondes excuses. 2 candidats sont restés en lice à la présidence après le désistement du 3e, Georges-Éric Makangu, en faveur d'Alexis Tambwe-Mwamba. Il estime qu'il n'a pas de base solide pour faire face aux 2 poids lourds. Je me désiste parce que je n'ai pas de chance. Ils sont des parents, des papas pour moi. Bitumba Yabanzoko. À la première vice-présidence, Sami Badibanga a lui promis de mettre son expérience au service de la nation avec les prérogatives dévolues à ce poste. Évariste Mouchab a fait savoir avec pertinence que c'est une œuvre collective qui nécessite l'apport de chacun. Pour lui, ce mandat est celui de réforme de l'institution. Le candidat Sangouma a promis d'utiliser son expérience politique dans les bons et non dans les mal. Pour le poste de 2e vice-président, Michel Kanimbu a stigmatisé les antivaleurs qui caractérisent le politique congolais et promis lui aussi de servir les sénateurs pour l'intérêt
de toute la nation. Enfin, le candidat Tibasima Mbogemu va mettre toute son expérience au service de l'institution. Tous ont pratiquement promis d'améliorer le travail sur le plan de la démocratie, de la diplomatie parlementaire, du contrôle parlementaire. Je suis resté sous ma soif parce que j'aurais souhaité qu'une notion soit retenue dans les différents exposés. Et la notion, c'est la notion des sanctions. Je n'ai pas suivi quelque part où on a parlé d'une sanction positive ou négative. La campagne se poursuit ce jeudi avec les candidats au poste de rapporteur des candidats, rapporteur adjoint des candidats, questeur 3 candidats, questeur adjoint 3 candidats également. L'ambiance est à la hauteur de l'enjeu. Les murs du Palais du Peuple décorés des photos de candidats qui sont venus ce jeudi avec leurs militants arborant des t-shirts avec leurs effigies. Des effigies des candidats sur les bâtiments imposants du Palais du Peuple, fanfare sous un air de fête. L'hémicycle du Palais du Peuple envahit des militants des formations politiques dans la course à l'élection du bureau définitif du Sénat. C'est la campagne électorale. L'exercice démocratique en République démocratique du Congo s'enracine de plus en plus et la population prend de plus en plus conscience des enjeux politiques en ayant un œil dans tout ce qui se passe, même si les cas de figure, c'est aux grands électeurs de faire le choix. Le lancement de la campagne électorale à la Chambre haute du Parlement a connu un engouement sans précédent, aux antipodes de l'élection du bureau de cette Chambre en 2006. Comme pour dire, la passion et la raison s'entremêlent désormais. Tel que l'exige la loi, la campagne électorale pour les 2 chambres s'organise au sein même de l'hémicycle où les candidats rivalisent d'ardeur pour convaincre les grands électeurs. C'est cette ambiance de carnaval qui traduit le soutien des militants du Front commun pour le Congo au ticket FCC, le choix de leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange, piloté par Alexis Tambo Mwamba. Accompagné de son épouse, Alexis Tambo Mwamba, le candidat président au bureau du Sénat, a saisi l'opportunité de la campagne électorale pour présenter son programme d'action et solliciter les voix des sénateurs pour cette course au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Son programme est axé sur 3 axes, à savoir la place du Sénat au sein des institutions de la République, son mode d'organisation et son fonctionnement, ainsi que les perspectives d'avenir. Pour ce qui est de la place du Sénat, il tient à maintenir la fonction régalienne du Sénat, à savoir légiférer et contrôler l'action du gouvernement et bâtir un état de droit. Question de jeter les bases d'un ordre social où règne la paix, la justice et le respect des valeurs humaines et républicaine. En ce qui concerne le mode d'organisation et de fonctionnement, il compte s'assurer de la mise en œuvre de la caisse des péréquations pour assurer le développement des provinces et aussi de veiller à la modernisation de l'administration et améliorer la situation du personnel du Sénat. Pour les perspectives d'avenir, il a la vision de faire de cette Chambre haute du Parlement une institution de référence et de veiller à ce que le gouvernement mobilise les ressources pour lutter contre la pauvreté au pays. Il a saisi également l'occasion pour demander pardon à toutes les personnes qu'il a lésées et de prodiguer un conseil à son challenger. Au professeur Bahati Modeste, mon ami et frère, je voudrais dire que la position qu'il a prise est une démonstration de la vitalité de notre démocratie. Pour ceux qui en doutaient encore, qu'il soit assuré que quels que soient les résultats des urnes le samedi prochain, nous resterons tous sénateurs au service de notre beau pays. Compte tenu de l'importance de notre mandat, nous ne doutons pas que vous apprécierez et saisirez la portée de notre programme que nous vous proposons d'adopter tous. Le Palais du Peuple, siège de la démocratie, est pris d'assaut par les militants, cadres et hauts cadres du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. Une mobilisation à la hauteur d'une formation politique qui occupe une place de choix. Ils sont venus par milliers accompagner leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, candidat au perchoir de la Chambre haute du Parlement. La campagne électorale des membres du bureau définitif du Sénat étant lancée, les candidats font des yeux doux aux sénateurs
pour solliciter leur voix. À l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement, le temps de saluer ses collègues, Modesto Bahati Lukwebo était le premier candidat à prendre la parole. À 63 ans d'âge, le candidat à la présidence du Sénat émet le vœu de contribuer à la consolidation d'un état de droit qui sera au service de tous ses citoyens. Il étale son programme sur 7 priorités, notamment la prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, la diplomatie parlementaire, l'amélioration de la qualité de vie du personnel administratif du Sénat à travers le pays, mais aussi et surtout le contrôle efficace et efficient de l'exécutif. J'ai également proposé l'innovation avec la mutualisation des assurances maladie pour les sénateurs, pour les personnels administratifs et leurs familles. J'ai également, parmi les innovations, préconisé la prise de contact avec les parlements amis pour réaliser et construire la cité parlementaire. Une cité parlementaire en face du palais du peuple où chaque parlementaire, député et sénateur aura son cabinet de travail. Nous avons insisté sur le rôle de la sagesse et la cohésion au niveau du Sénat en tant que chambre haute qui doit prouver que réellement elle est au milieu du village, elle est pour la paix, elle est pour l'entente et la concorde nationale. Modesto Bahati Lukwebo est donc déterminé à apporter des réformes. Et pour accomplir cette noble mission du peuple, il sollicite un vote massif des sénateurs. Une personnalité intègre, expérimentée pour servir la nation au poste de premier vice-président du Sénat, c'est le vœu exprimé par plus de 80 millions de Congolais qui tiennent à la culture des valeurs positives. Le révérend professeur Sangouma Monsai a déposé officiellement sa candidature à la Chambre haute du Parlement. Ce docteur en théologie reste confiant quant au choix réfléchi des honorables sénateurs. Nous voulons voir le Sénat prospérer comme cela était bien avant. Le peuple veut un changement qui est judicieux, qui est sérieux. Le moment est venu pour que nous puissions amener le peu que nous avons au bénéfice de notre population. Son profil fait sans doute de lui un outsider sérieux dans la course à l'élection du premier vice-président de la Chambre haute. Au regard de son passé récent en matière de gestion de la chose publique, un actif de sa longue expérience étant qu'acteur du développement. Les attributions du premier vice-président du Sénat, je peux résumer philosophiquement parlant que c'est relationnel. Un homme de relations peut jouer un grand rôle de ce côté-là. Mes expériences que j'ai faites vraiment me justifient et me fait qualifier à cette position-là. Ces candidats indépendants au poste du premier vice-président du Sénat, de son état professeur d'université, drainent derrière lui un parcours élogieux. Il assume le poste du directeur des cabinets du président de la communauté évangélique de Lubangui et de la Mongala, pendant que la fondation Raoji le range comme directeur général adjoint, opportunité qui lui permet d'investir dans l'éducation et l'encadrement des jeunes. À l'étape de Bokungu, la présidente de l'Assemblée nationale à la tête d'une forte délégation mixte FCC cache opposition a assisté à la messe d'intronisation du nouvel archevêque de Bokungu-Ikela, Monseigneur Toussaint Iluku. Ce nouveau prélat catholique remplace Fridolin Ambongo, appelé à d'autres tâches apostoliques à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche 21 juillet au siège de l'archevêché. C'était en présence de plusieurs élus de la province, du gouverneur Bobo Boloko de l'Équateur et de Pancras Bongonkoy de la Chuapa. Dans le feu de cette ambiance ecclésiastique et d'autres activités politiques menées sur place, l'honorable Janine Mabunda en a profité pour remettre un don fait par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à l'archidiocèse de Bokungu-Ikela. Toute autorité vient de Dieu. Soki obosani nzambe nzambe akobosana yo solo naza président et assemblée nationale. Si tu oublies Dieu, il t'oubliera aussi.
je suis de vôtre. Aujourd'hui élue présidente de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la femme rassemble et cela est prouvé. Le chef de l'État vous tient à cœur. Félix Antoine Tshisekedi offre au nouvel évêque un véhicule pour faciliter ses mobilités. À l'occasion de l'intronisation de Monseigneur Toussaint, le président de la République a transmis son offrande. Yabokungu Petchwapa apesi évêque mbongo contribution na ye limbonza na ye. À Bokungu comme à Mbandaka, la délégation FCC Cash Opposition a travaillé en toute harmonie. Côte à côte, plusieurs honorables députés nationaux, à savoir Luquin Kassongo, secrétaire général adjoint du PPRD, secrétaire général de l'UDPS, Dr Eteni Longondo, Fidel Likinda du PPRD, Élisée Bokomwana de l'UDPS et allié, Jacques Joly, inspecteur général du MLC, Célestin Guélema de l'opposition politique, pour ne citer que cela. Dans la chambre 1, le ministère public a procédé à la lecture des avis concernant quelques affaires sous la table du Conseil d'État. Ce après justement que les parties au procès aient présenté leurs moyens de défense. C'est notamment la lecture de l'avis sur l'affaire Mbweshi Kouongo André Albert, candidat malheureux à la députation provinciale. Ce dernier conteste l'élection de M. Nimi Lukengo, chef du groupement de Mbochang, dans la circonscription électorale de Mweka au Kasaï. Pour le ministère public, la requête déposée par M. Mbweshi Kouongo André Albert est recevable et fondée. Avis accueilli avec joie par son avocat, bien que l'affaire a été prise en délibéré par le Conseil d'État en attendant l'arrêt le lundi 23 juillet 2019. Nous sommes vraiment d'abord très ravis de cet avis qui réconforte encore nos moyens quand nous avons toujours déclaré que les droits étaient de notre côté. Le ministère public a procédé également à la lecture de l'avis concernant l'affaire du candidat Litela Lomossi, rejet de l'Alliance des démocrates pour les renouveaux ADRP, qui réfute l'élection de M. Mpande Nsele Roger de l'action dans l'unité ADU, dont la requête a été déclarée recevable et fondée par la Chambre 1 du Conseil d'État, qui a pris l'affaire en délibéré, est attendu le lundi prochain pour publier son arrêt sur cette affaire. Le Premier ministre veut instituer de nouvelles méthodes de collaboration avec les provinces. C'est tout l'essence à donner à cette séance de travail avec les gouverneurs de province de la RDC. C'est sur le plan sécuritaire, des infrastructures financières et sociales, tout a été passé au peigne fin. Car le professeur Ilunga Ilunkamba tient à déclencher le développement des provinces en créant les conditions favorables. Richard Mouyej Monguès, doyen des gouverneurs, s'est dit séduit par cette méthode initiée par le Premier ministre. Comme vous le savez, bientôt la publication du gouvernement. Le Premier ministre devra se présenter devant le Parlement. Il a choisi de prendre les éléments à la base, l'état des lieux des provinces, comme des éléments importants à intégrer dans son discours. Je crois que c'est une méthode participative qui lui permet d'avoir des réalités de ceux qui gouvernent à la base. C'est l'essence même de la décentralisation. Nous avons tous apprécié l'initiative et ce contact a été très enrichissant. Demain, nous déposerons par écrit les éléments selon un fil conducteur qui nous a été donné. Et je crois que ça s'annonce bien. Avis partagé aussi par le gouverneur de la Mongala. Sa province est à vocation agricole et pour permettre la relance de ces secteurs, elle a besoin de l'appui du gouvernement central. Dans le Grand Équateur, c'est la province de la Mongala avec le riz d'Ibumba qui était la première province en production agricole. Mais il faut désenclaver. Voilà pourquoi nous avons insisté. Le Premier ministre nous a écoutés et nous a promis dans sa vision d'accompagner premièrement les provinces. Le Premier ministre entend soutenir totalement le développement des provinces dans les secteurs qui relèvent des prérogatives du gouvernement central pour le bien-être de tous les Congolais.
Au grand mot de grand remède, regarde la situation quasi stationnaire de la maladie à virus d'Ebola, le président de la République, en sa qualité de garant de la nation, a pris la décision d'associer toutes les expertises afin de venir à bout de cette maladie. Autour du ministre de la Santé intérimaire, Dr Muyembe et ses experts, les cabinets du chef de l'État, représentés par son directeur des cabinets adjoints en charge des questions humanitaires, et les gouverneurs du Nord Kivu ont décidé de faire un état des lieux pour un protocole avec effet à courte durée. Tous les moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés pour éradiquer Ebola. Nous sommes engagés avec notre expérience, notre expertise. Nous croyons que vraiment nous allons mettre vite fin à cette épidémie, comme le souhaite le président de la République. Mais pour cela, nous avons besoin de l'engagement de la population et surtout de l'engagement des autorités provinciales, notamment le gouverneur de la province. Nous ne voulons plus que le gouverneur de la province soit écarté de la lutte. Il doit être vraiment le moteur même, n'est-ce pas, de la lutte. Et enfin, nous voulons que quand nous aurons la victoire sur cette épidémie, cette victoire soit une victoire de la population de Beni, de Mangina, de Butembo, du Nord Kivu et de l'Ituri. Réagissant aux rumeurs faisant état de la présence d'Ebola à Kinshasa, Dr Muyembe rassure, ce sont des affabulations de laboratoire. Comment on peut avoir une épidémie ou bien un cas d'Ebola ici à Kinshasa? Tout cela, c'est des rumeurs qui ne sont pas, n'est-ce pas, fondées. Nous devons faire attention, sinon ça va devenir, n'est-ce pas, de l'intoxication. Dès ce week-end, les experts ayant fait leurs preuves dans la gestion d'Ebola au pays et à l'étranger seront à pied d'œuvre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dès leur état des lieux, sortiront des statistiques fiables pour une thérapeutique des chocs. Après la déclaration par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé de l'épidémie d'Ebola en RDC comme une urgence de santé publique de portée internationale, les partenaires internationaux se mobilisent pour appuyer la RDC dans la riposte enclenchée par les gouvernements contre cette épidémie. C'est dans ce cadre que se situe la visite en République démocratique du Congo de Madame le commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine en RDC, Amira El Fadil. Elle est à la tête d'une forte délégation venus prendre contact avec les officiels congolais, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la représentante spéciale des Nations Unies, chef de la MONUSCO, Leila Zerougi. I'm here on behalf of the chairperson of the African Union Commission. Alors, je suis arrivé au nom du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, que l'Union africaine est ici pour supporter, l'Union africaine est ici pour apporter, et je viens avec un message de solidarité du continent. Alors, depuis la déclaration de cette 10e épidémie en août 2018, nous avons déployé des épidémiologistes et des experts sur le terrain qui sont aux côtés du gouvernement, qui travaillent avec les autres partenaires. Et nous sommes là pour appuyer le pays et nous allons continuer par faire ce travail-là afin que le pays vienne à bout de cette 10e épidémie justement dont vous avez mentionné. The government of DRC to combat Ebola. Dans cette délégation, on note la présence du directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le Dr John Kengasong, dont la mission est de renforcer les capacités des institutions de santé publique et des partenariats en Afrique pour détecter et répondre rapidement aux menaces et aux épidémies des maladies sur la base d'interventions et des programmes scientifiques et politiques fondés sur les données. Le barrage hydroélectrique de la Ruzizi est une centrale qui sera érigée au bord du lac Kivu sur la rivière qui porte le même nom et qui se déverse dans le lac Tanganyika. Le début des travaux de construction devrait intervenir il y a 3 ans, c'est-à-dire en 2016, et depuis, le dossier a été classé sans suite. La réunion préparatoire de ce jour, présidée par le conseiller principal du président de la République au collège Mines et Énergie, va aboutir à la signature de l'accord visant la matérialisation effective des travaux de construction de ce grand ouvrage d'une importance capitale pour la population de l'Est de la RDC. La réunion de ce matin a consisté à harmoniser et à finaliser le déroulement de cet événement que nous considérons comme étant historique. Et vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a placé le secteur de l'énergie électrique comme étant prioritaire. Ce projet qui a traîné pendant longtemps dans les tiroirs a été exhumé et maintenant le voilà entré dans la phase d'application. Le barrage hydroélectrique de la Ruzizi est un projet qui va contribuer à résoudre les problèmes d'accès d'électricité que connaissent plusieurs villes congolaises, burundaises et rwandaises. Le directeur de l'EGL a reçu mandat des États concernés de mener les études et les négociations y afférentes. Les pays se sont engagés à faciliter d'abord la réalisation de ce projet sur tous les plans. Ces pays vont consommer cette énergie électrique. Bref, ils en sont en même temps les moteurs et en même temps les bénéficiaires. L'énergie produite de l'ordre de 147 MW sera utilisée à part égale par les 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Comment sceller un partenariat entre la radio-télévision nationale congolaise et la province du Congo central pour la promotion des activités de cette province? La question était parmi les sujets abordés au cours de cette audience que le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a accordé au gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Nous avons été informés par le DG qu'il existe une redevance, que la RTNC est bénéficiaire, et qu'il va falloir que toutes les provinces puissent aider la RTNC à recouvrer cette redevance. Nous avons examiné le contrat type qui nous a été proposé. Nous allons descendre en province pour voir dans quelle mesure, par quel mécanisme intégrer cette créance dans le circuit des taxes de la province pour que finalement cette créance, ces taxes recouvrées soient mises à disposition de la RTNC. Réceptif et prêt à collaborer, Ernest Kabila Ilunga a assuré à son hôte l'accompagnement de ces médias publics dans la promotion des activités de la province. Le gouverneur Atou Matubwana a annoncé qu'un partenariat sera signé dans les 72 heures entre les deux parties. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Jean-Paul Tchassa. M. Jean-Paul Tchassa est coordonnateur de la première édition du Forum Congo Challenge Science. M. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, madame. Et comment allez-vous? Très bien. Monsieur Jean-Paul, tout récemment, vous avez procédé au vernissage du premier numéro de la revue Congo Challenge qui s'est déroulé à l'université de Kinshasa. C'est cette revue que je tiens entre mes mains. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs quel est l'objectif de cette revue? Merci, madame. L'objectif de la revue Congo Challenge est de promouvoir les nouvelles connaissances susceptibles d'être produites par des chercheurs africains et particulièrement les chercheurs congolais. Comme vous le savez aussi bien que moi, la capacité d'une grande nation dépend en grande partie de la capacité des universités et des chercheurs à produire de nouvelles connaissances ou les nouveaux savoirs. Et donc, l'une des missions de la revue Congo Challenge et d'encourager les chercheurs congolais à se livrer à ce genre d'exercice. Alors dites-nous comment s'est fait la soumission de ces articles scientifiques? La soumission des articles scientifiques s'est faite essentiellement par email et donc les auteurs ou les candidats auteurs sont appelés à soumettre leur manuscrit par courriel à travers l'adresse email rédaction@rcc.cd. Bien sûr, tout en se conformant à la ligne éditoriale de la revue. Alors, qui est le responsable de cette revue? Le responsable de la revue Congo Challenge Science, la revue Congo Challenge et Congo Challenge Science, qui est une initiative qui a été mise en place par le professeur Matata Mponyo. Y a-t-il un lien entre cette revue et les forums Congo Challenger Science? Oui, en effet, il y a les dénominateurs communs entre ces deux activités. C'est Congo Challenge, qui est un think tank qui a été créé en 2017 par le professeur Matata Mponyo. Cependant, les objectifs poursuivis dans le cadre de ces deux activités diffèrent. Au niveau de la revue, c'est de promouvoir essentiellement la production de nouvelles connaissances
Mon niveau du forum Congo Challenge Science, c'est d'accompagner les étudiants les plus brillants dans le domaine des sciences économiques à s'exercer aux activités de recherche et à comprendre comment les processus à suivre pour devenir un chercheur internationalement compétitif. Nous avons le premier numéro, mais une question, à quand le prochain? Le prochain numéro est prévu pour décembre 2019. Cependant, la date limite pour la soumission des articles est fixée au 31 août 2019. Alors la dernière question, vous avez des perspectives d'avenir sûrement, hein? En effet. Lesquelles? Principalement, c'est de devenir une revue internationalement compétitive, c'est-à-dire qui répond aux mêmes normes, aux mêmes critères que le top 100 des meilleures revues en économie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Tchassa. Je rappelle à vous, chers téléspectateurs, que nous recevions sur ce plateau Monsieur Jean-Paul Tchassa, qui est le coordonnateur de la première édition du Forum Congo Challenger Science. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Deux ans après sa première visite d'inspection dans la province du Congo central, le président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles, Placide Tshisumba Tshakatumba, s'y est rendu pour voir dans quelle mesure les décisions prises par les conseils d'administration sont appliquées. Aussitôt arrivé et après l'accueil chaleureux lui réservé par la masse laborieuse de la ville de Matadi, le PCA de l'OCC, l'honorable Placide Tshisumba Tshakatumba, a longuement échangé avec le travailleur et écouté leurs préoccupations, leurs besoins. Lui et toute sa délégation vont visiter le laboratoire accrédité sur place, un laboratoire spécialisé pour les analyses de l'eau. Il vient de sensibiliser la masse laborieuse, de faire un travail de qualité, de respecter les résolutions du conseil d'administration, parce que hier, nous étions des canards boités. Aujourd'hui, l'OCC se porte de mieux en mieux. D'abord, c'est les opérateurs économiques de faire confiance à l'Office congolais de contrôle. Également, à la population d'exiger aux opérateurs économiques de faire analyser leurs échantillons à l'OCC. Parce que donner à la population une nourriture périmée, c'est empoisonner la population. Donc il faut que les opérateurs économiques collaborent avec l'OCC, mais sinon, lorsqu'un opérateur économique n'a pas collaboré avec l'OCC, nous allons déclarer sa marchandise impropre à la consommation. Puis s'en suivra une série de réunions avec d'abord le staff dirigeant, ensuite avec les syndicalistes et enfin avec les femmes de l'OCC Matadi qui n'ont pas tari d'éloges à l'égard du conseil d'administration et de la direction générale pour avoir redressé l'OCC dans si peu de temps. Ils ont montré que les ressources humaines sont en nombre réduit et les moyens de mobilité aussi. De là, l'honorable Placide Tshisumba Tshakatumba, PCA de l'OCC, s'est rendu à deux sites différents, le site où se situe le bâtiment administratif de la province et le site où se trouve le laboratoire d'analyse des produits pétroliers. Les constats est amers, les travaux sont aux arrêts. L'inspection de service de l'OCC Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a permis au PCA de l'OCC d'avoir une vision générale de défis à relever. Ces Congolais de la diaspora, réunis sous le label Convention des Congolais de l'étranger, s'engagent à mettre au profit leur expertise au programme du développement de la République démocratique du Congo. Et c'est par la formation de la main-d'œuvre locale, la facilitation d'investissements, le financement de projets bancables, la création de plusieurs emplois pour jeunes, l'amélioration du climat des affaires et surtout l'exonération des taxes fantaisistes. Ces compatriotes répondant à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de venir investir au pays, compte mettre sur pied des usines de montage véhicules, la construction des gratte-ciel dénommés Congolais de la diaspora, des industries de transformation de produits bruts en produits finis. La liste n'est pas exhaustive. Donc nous avons un projet de venir avec des investisseurs, donc créer des emplois sur place et ça c'est très important. Donc on va former des Congolais ici sur place à monter des bus et puis du coup il y aura un atelier quelque part
et ça va profiter à toute la population, ce transport-là. Aider à créer les entreprises et former les gens à la gestion des entreprises et au suivi pour les pérenniser. Je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Par rapport à la sécurité, le gouvernement est en train de travailler pour assainir le climat des affaires. Nous espérons vraiment qu'ils vont pouvoir le faire, parce que c'est cela qui va attirer les investisseurs. La diaspora, qui compte plus de 8 millions de Congolais, envoie près de 10 millions de dollars par année au pays, confie le Fonds monétaire international. Fort de ces multiples opportunités, la République démocratique du Congo s'ouvre au monde et participe à l'éclosion d'une économie africaine en pleine expansion. Kinshasa, capitale africaine du business, c'est pour le mois de novembre. La capitale se prépare à accueillir près de 6000 rendez-vous d'affaires, 22 pays représentant 700 entreprises dans le cadre du premier forum d'affaires d'Afrique centrale placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette matinée est destinée à présenter aux chefs d'entreprise ce forum qui va se dérouler à Kinshasa du 13 au 15 novembre, qui va accueillir 200 entreprises étrangères et 600 à 700 entreprises de la RDC pour leur permettre de se rencontrer sous forme de speed dating, c'est-à-dire des séances de rendez-vous de 30 minutes pendant les 2 jours. Des entreprises étatiques et non étatiques pour une rencontre de nouveaux partenaires à la recherche de débouchés sur initiative de Bosangani Days. Ces rendez-vous s'avèrent donc le plus important en termes économiques pour cette année 2019. C'est pour la toute première fois que la RDC sera représentée au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, d'où la nécessité d'intégrer certains projets prioritaires de la présidence de la République dans le dossier que la RDC va présenter à la TICAD 7 au Japon, a indiqué le ministre de la Coopération au développement John Kwet-Moan-Kwet. Pour le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexandre Kayembe, la TICAD est un cadre par excellence pour attirer les investisseurs japonais. Nous avons un projet qu'ils ont commencé, ça fait dans les années 70, le BK, où vous avez d'ailleurs le pont Maréchal. Aujourd'hui, l'idée, c'est essayer de relancer ces projets. Donc, ces projets devaient en fait conduire aussi à une construction d'un port en eau profonde, chemin de fer Banana jusqu'à Kinshasa. Un accent particulier sera mis sur le secteur de la santé, a indiqué M. Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État chargé de la santé. Et pour la santé, on a besoin de construire de nouvelles infrastructures de la santé, que ce soit les moyens de financement de la santé. Tout cela peut être traité dans le cadre de la coopération bilatérale, notamment avec le Japon. Les interventions du gouvernement japonais en RDC sont visibles dans les secteurs de l'éducation, la formation professionnelle et des constructions. Après un entretien du bureau de la Ligue des jeunes de l'UDPS avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la section de la jeunesse UDPS Lemba Salongo a eu la primeur en termes de restitution faite par le secrétaire exécutif national de la jeunesse UDPS. C'est au crépuscule de la journée de lundi que Ted Belechai Kassanda a foulé le site. Il transmet le message d'espoir du président de la République qui tient à la jeunesse congolaise en général et celle de l'UDPS en particulier pour développer la RDC. C'était avant de fixer l'opinion sur le gain de la coalition FCC Cash. Message passé en forme de parabole de la fille, la plus belle du village convoitée par tous les garçons, non pas pour le mariage, mais pour abuser d'elle. Cette fille aujourd'hui, c'est l'UDPS. De tous les garçons, seul le FCC a accepté de lui filer la bague des fiançailles, pendant que d'autres prétendants ont encore tenté d'abuser d'elle à Genève. La base, qui est sa mère, l'avait sauvée, et cette maman, la base donc, appelée à protéger sans faille ses fiançailles scellées en coalition FCC Cash. Dixit Ted Belechai. L'UDPS, elle doit rester vigilante, elle doit rester déterminée, elle doit être prudente, elle ne doit pas céder à des actions de rue
contre cette belle femme pour la protéger et pour que la femme qui est en alliance avec un homme qui s'est monté plus sérieux pour l'accompagner. Concluant à parabole toujours, Ted s'interroge si la fille qui est l'UDPS devrait rester sans époux ni enfant pendant que les mauvais garçons avaient déjà tué, assassiné et volé tous les villages. La réponse n'a pas tardé, c'est non.